Moi, j'étais très heureux, comme la plupart d'entre vous, je pense, il y a combien d'années maintenant 6 ans, 5 ans, quand Gauthier Chapelle est venu nous parler du biomimétisme, parce que ce débat philosophique de savoir si la nature est intelligente ou pas, il y répond d'une manière pragmatique, en disant on va faire comme si elle était intelligente. Cette discipline qui s'appelle le biomimétisme, non seulement permet de répondre d'une certaine façon à ce vaste débat, mais surtout apporte une réponse extrêmement... Enfin, quand je dis une réponse, c'est un bouquet, un feu d'artifice de réponse à la question de savoir comment nous, humains modernes, nous, humains industriels, allons nous sortir des impasses dans lesquelles nous sommes, notamment sur le plan écologique. Ça, c'est une de mes histoires favorites. C'est aussi d'ailleurs une histoire que raconte Jean-Marie Pelt, mais je ne vais quand même pas résister à vous la remettre. C'est le fait que les champignons ont inventé les allocations familiales. Alors l'histoire est assez simple. Vous savez tous que les champignons poussent au pied des arbres et que c'est une symbiose à nouveau. Donc les filaments, ce qu'on appelle le mycélium, entourent les racines. Les champignons ne sont pas capables de synthétiser des sucres avec le soleil. Ça, c'est les arbres qui s'en occupent. Et ils vont donc donner des sucres aux champignons, en échange de quoi les champignons procurent de l'eau, des sels minéraux et un certain nombre de substances plus particulières, comme des vitamines, par exemple. Et ces champignons sont en fait la véritable surface d'absorption de l'arbre. En fait, les racines, c'est un peu les gros conduits, mais les tout fins conduits, c'est le mycélium et qui va aller récolter toutes ces substances. Alors ça, c'est une histoire qu'on connaît depuis longtemps. Ce qu'on a montré plus récemment, c'est qu'un même réseau de champignons pouvait transférer des sucres des vieux arbres qui ont leurs feuilles tout au sommet de la canopée, qui fonctionnent au maximum en termes de photosynthèse, vers les jeunes arbres, et c'est là les allocations familiales, qui eux on avait toujours vu comme étant essentiellement en compétition, mais qui en fait sont nourris littéralement par les grands arbres. Et plus fort encore, on a montré plus récemment que le même réseau de champignons fonctionnait entre des arbres d'espèces différentes. Ça, c'est beaucoup plus surprenant d'un point de vue de la biologie darwinienne. C'est très logique du point de vue du champignon. Ça veut dire qu'il ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Ça veut dire qu'il a toujours un arbre qui est en bonne forme pour lui donner des sucres, et puis lui transfère vers ceux qui sont en déficit. Et ça donne une image de la forêt complètement différente et qui là nous rapproche et nous ramène à cette conception qu'il faudrait qu'on vive nous-mêmes le plus possible d'une biosphère en interdépendance, en lien permanent dans tous les sens. Donc une forêt finalement c'est comme un super organisme entre les champignons, les arbres, mais tout le reste aussi, toute la vie du sol, les bactéries, les insectes, les herbivores, et finalement c'est un système qui s'autorégule. Et voyez-le bien, encore une fois, sans cerveau centralisé. Il n'y a pas besoin de Sarkozy pour qu'une forêt sache ce qu'elle doit faire, ce que le champignon doit faire ou ce que les colamboles doivent faire. Bien, je lui ai dit tout ce que je pensais. Ah oui. Non mais Gauthier Chapelle avec le biomimétisme est très brillant. Ah oui, et c'est important. Vous connaissez mais cette loi Maya ? moi j'avais écouté, c'est curieux, quand j'étais en Californie en 69, j'avais déjà, on appelait la bionique. Oui. Et la bionique, c'était exactement l'idée du biomimétisme. Comment on va utiliser des choses que la vie, les animaux, les végétaux ont des exemples pour nous. Et donc c'est merveilleux de voir que ces idées qui étaient pionnières à l'époque commencent à débarrasser. Ça reste pionnier d'ailleurs. Oui, mais ça a quand même pris du corps parce que scientifiquement c'est pointu maintenant. Oui, non, c'est sûr. Avec, bon, allez, je vous laisse. On y va. Ça c'est une grelinette. C'est pour aérer la terre. On n'a pas besoin de la labourer. Tout ça les frise. Et c'est l'outil qu'on utilise maintenant quand on a besoin d'aménager un potager. Là, on parle de l'éducation, on parle de comment éduquer les enfants pour les apprendre à être heureux, pour leur donner cette aptitude à être heureux, parce que manifestement, la manière dont on éduque les enfants, l'exemple qu'on leur donne, c'est terrible. Donc on voit très bien autour cette tristesse et ce stress permanent. Donc il faut absolument qu'on sorte de là. Voilà. Dans cette
intention de vivre le plus possible en cohérence, eh bien, nous trouvons effectivement beaucoup de satisfaction, beaucoup de moments de bonheur, d'être ensemble, d'être dans une action qui nous paraît juste et de travailler chacun, intimement, personnellement, à la résolution de nos propres conflits intérieurs, parce que évidemment, des environnements comme le hameau des Buis et la ferme des enfants, ce sont des occasions exceptionnelles de transformation personnelle. Dans nos sociétés, eh bien, nous avons cette croyance que l'enfant est à formater, il est à former, il est à transformer pour pouvoir devenir conforme à ce que l'on attend de lui. Et c'est un travail vraiment harassant parfois, d'avoir à démonter de tous ces conditionnements qui nous empêchent d'avoir une relation accompagnante et épanouie avec l'enfant. Donc notre travail d'éducateur, c'est vraiment ça, c'est vraiment un aller-retour permanent entre l'enfant, l'accompagnement que nous lui offrons et nous-mêmes, aller regarder à l'intérieur comment nous nous sommes construits pour ne pas simplement reproduire ces schémas de construction, mais vraiment lui offrir un espace de liberté dans l'accompagnement. Les Amanins qui aujourd'hui peuvent accueillir donc des dizaines d'enfants, des classes complètes, des groupes d'adultes, hein, où 12 personnes, donc 12 salariés travaillent, où on accueille des jeunes en service civique, où on accueille des woofers, où on accueille des stagiaires, hein, donc où à peu près, on va dire, 3 000 à 4 000 personnes passent chaque année, hein, où on est en autosuffisance alimentaire, où on est en autosuffisance énergétique, où on a construit tout l'ensemble donc, de ce qu'on a réalisé, c'est-à-dire l'école, la ferme, les hébergements, tout a été éco- et auto-construit avec ce qu'on avait sur place, la terre, donc la paille, puisqu'on cultive des céréales, le bois, la pierre, etc. Les entretiens, le mandala, c'est le thème Vivre heureux, c'est possible. Et comme c'est les 20 ans, je voulais absolument représenter le mandala comme un gâteau, où on pouvait déambuler dedans, où chacun ferait sa petite part de créativité. Au centre, de proposer une fontaine d'abondance, comme un arbre à rêve, où les enfants vont poser leurs petits mots de bonheur, d'amour qu'ils auront travaillé à l'atelier Conte. Ce soir, autour, on pourra mettre les 20 bougies pour les 20 ans. Vivre ensemble dans l'état de bonheur, c'est possible. C'est une expérience à faire. C'est l'effort à mettre au niveau, tout d'abord, de notre esprit. Parce que quelque part, je sens comme si c'est l'esprit qui n'était pas d'accord pour vivre heureux. Alors il faut pouvoir changer les paramètres dans cet esprit et après, cela devient possible. Et donc, on a quitté Paris et on a décidé d'inventer un mode de vie qui puisse être crédible, en espérant qu'un jour, ça pourrait être reproductible. Et on a mis 25 ans, d'une manière à la fois poétique, mais scientifique, puisqu'on essaye d'avoir les deux cerveaux et qu'ils se communiquent entre eux. On a essayé de mettre au point un mode de vie qui ne consomme qu'une seule planète. Notre but, ça a été, à tous les niveaux, en fonction de tous nos besoins, d'essayer de donner des réponses les plus pertinentes, les plus simples, les plus économiques. Ça a duré 20 ans. Entre-temps, avec Brigitte, on a eu 4 enfants. Très tôt, on a essayé de se mettre en situation pour considérer que l'argent ne soit pas la première ressource. Et que les premières ressources, c'est celles de nos bras et de nos neurones, de notre imaginaire et de notre créativité.
Et donc, on s'est mis volontairement à mi-temps, et pendant 17 ans, on a vécu assis sur un seul demi-salaire, pour presque nous mettre en condition de créer une manière de vivre qui utilise les ressources naturelles et gratuites que la planète nous offre. Et moi, j'ai une immense admiration pour Philippe, parce que c'est quand même un magicien extraordinaire d'être capable de réunir des gens aussi différents dans leur spécialité, dans leurs compétences, et aussi ressemblants par les valeurs qui les poussent à agir. Et là, il est aussi doué que le cuisinier bio Montaga pour faire des menus tout à fait inattendus et de très grande qualité. Et le menu de Milancé, aussi bien en tant que nourriture biologique que nourriture spirituelle, est un menu de grande qualité. Quand Philippe m'a demandé si je voulais m'en occuper, je lui ai dit oui, mais c'est sans viande. Alors il y a eu un petit temps de réflexion et Philippe m'a dit ok, nous y allons. Pour moi, c'est depuis bientôt 40 ans que je pratique une alimentation végétarienne et que je prône la bio. Mais il y a 3 ans, l'ouvrage, le rapport Campbell, n'a fait que confirmer que j'étais dans la bonne voie, puisque toutes les expériences qui ont été menées aux États-Unis prouvent qu'une alimentation riche en légumes, céréales, légumineuses, c'est-à-dire en protéines végétales, sont pour la santé bien supérieures aux protéines animales. Les dites protéines animales annexées, notamment les laitages et un excès de viande, c'est toutes nos maladies sociétales, cancer, maladies cardiovasculaires, diabète, obésité, tout le cortège. Dans la médecine ayurvédique, ce n'est pas obligatoire qu'on soit végétarien. Autant que dans le chemin de yoga, on va nous conseiller d'être de plus en plus végétarien ou complètement végétarien, alors que dans l'ayurveda, la viande, le poisson, tout cela est permis. Mais en même temps, dans la médecine ayurvédique, on va nous dire, après l'âge de 40-45 ans, c'est conseillé fortement d'être complètement végétarien parce que sinon on risque de développer beaucoup plus de problèmes de santé au niveau des artères, au niveau des articulations, même au niveau du cerveau. Et même notre mémoire, même notre intelligence soit diminuée, disent certains textes. C'est un film qui traite de la surconsommation de protéines animales dans les sociétés développées, surconsommation de viande, produits laitiers, etc., et des effets néfastes qu'elle engendre au niveau sanitaire, socio-économique et environnemental. Le message qu'on a voulu faire passer dans le film, c'est tout simplement qu'en changeant notre alimentation vers quelque chose vers un régime alimentaire plus végétal et plus complet, on serait en mesure de nourrir ces fameux 7 milliards d'individus qu'il y a aujourd'hui et ces 9 milliards qu'il y aura en 2050.
On pourrait simplement donner un exemple, c'est que pour produire 1 kg de viande de bœuf que vous allez acheter en supermarché ou chez votre boucher, s'il n'est pas bio, s'il est issu conventionnel, il faut 10 kg de céréales. Donc on va simplement, en faisant un repas avec 1 kg de bœuf, on pourra en faire 10 repas avec 10 kg de céréales. Là, on a eu cet après-midi un débat quand même très intéressant. On sent une salle qui vibre sur l'évocation des valeurs qui sont portées pour le monde de demain, que l'on rentre petit à petit dans un monde où il n'y a plus que la fameuse compétition à outrance, mais où il y aura de la solidarité et de la coopération, que l'on consommera pas plus mais mieux et sans doute autrement, que l'on se nourrira aussi sans doute autrement, que l'on aura une attitude différente par rapport à la nature, qu'on a massacrée. Et tout ça est en germe et en train de se développer. Et d'après un sondage, on nous a dit que 20 à 25% de la population française était déjà convaincue de ce potentiel de valeurs nouvelles qui sont nécessaires au changement qui, lui, est, à mes yeux, totalement inéluctable. Le vieux monde dans lequel nous vivons encore est à mon avis, condamné.